1994, l'infidélité de François Mitterrand, président de la République de l'époque, a été révélée au grand public. Il avait mené une double vie pendant 30 ans et de sa relation extra-conjugale est née une fille, Mazarine Pinjot, qu'il avait réussi à cacher pendant des années. En 1998, pendant sa présidence, Bill Clinton a été accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec Monica Lewinsky, une stagiaire de la Maison Blanche. Après avoir nié les accusations, il a finalement admis avoir eu une relation inappropriée avec elle. Le scandale a rapidement conduit à un procès en destitution. En 2010, c'est le footballeur Franck Ribéry qui a été impliqué dans un scandale d'infidélité avec Zaya Dehar, une escort girl, alors qu'il était marié avec Ouaïba Ribéry. L'affaire a suscité un large débat médiatique en raison notamment de l'âge de Zaya, encore mineur au moment des faits. En 2014, Closer révélait la relation intime de François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet alors qu'il était en couple avec Valérie Trierweiler, sa compagne de longue date. Et en 2018, c'est Tariq Ramadan qui a été accusé d'abus sexuels par plusieurs femmes et a avoué avoir eu des relations extra-conjugales avec certaines d'entre elles, alors qu'il était marié avec Iman Ramadan, universitaire et écrivaine suisse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces hommes pour prendre le risque de briser des années de vie de couple, leur famille, s'éloigner de leurs enfants? Pour certains, ces actions ont même entraîné une mise en pause de leur carrière et ont conduit à une baisse de leur crédibilité auprès de leur public. Pour illustrer ces premiers exemples, on peut aller sur le terrain de certaines études psychosociales qui explorent la relation entre le pouvoir et l'infidélité. Un homme qui se verra hissé à la tête d'une entreprise florissante ou un poste socialement reconnu se verra naturellement développer un sentiment de confiance en lui, et ça, quel que soit le domaine dans lequel il exerce. L'ambition pousse à la prise de risque pousse à la transgression, et la transgression amène au mensonge, à la tromperie de soi et des autres. Sauf que ça n'explique en rien le comportement d'infidélité de l'homme du quotidien. Comment t'expliques que le lundi, j'ai envie de rester à la maison, tranquille, avec ma femme, dès le mercredi, j'ai envie de niquer l'Île-de-France? L'infidélité chez les hommes en France, en 2016, c'est 49% d'entre eux qui déclarent avoir déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire, contre 33% chez les femmes. Lancé en 2009, Glidden est l'exemple parfait d'un site qui a su surfer sur ce marché. C'est bon le flan, c'est doux, c'est rassurant, mais au bout d'un moment, c'est lassant le flan. On se laisserait bien tenter par un éclair, juste une fois pour changer, ou pourquoi pas un abricot, pour l'expérience. Mais que dirait le flan? Ça lui ferait de la peine. En même temps, il n'a pas besoin de tout savoir, le flan. Comme ça, tout le monde est content. Glidden pour des rencontres extra-conjugales. Avec un marketing totalement décomplexé, il s'assoit sur la morale en œuvrant à normaliser l'infidélité. Et il compte aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs à travers le monde. Sous couvert d'un slogan qui ne parlera qu'aux plus naïfs, la rencontre extra-conjugale pensée par les femmes, pour les femmes. Avec l'idée derrière de cibler un marché d'hommes, un peu comme une boîte de nuit qui placarderait ses pubs, gratuit pour les femmes avant 1 heure, avec un cocktail offert, dans le but d'attirer le plus de consommateurs masculins possible, en suscitant chez eux le désir de rencontre. Ce qui m'intéresse n'est pas de lister les causes d'infidélité, ça il y en a des tonnes, le désamour, l'insatisfaction sexuelle, le besoin de validation dans une période de vie complexe. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient cette différence entre hommes et femmes, qu'est-ce qui explique cette infidélité récréative, parfois chronique, qu'on retrouve dans le schéma mental masculin, bien plus que chez les femmes. Pourquoi un homme épanoui dans son couple, engagé avec une femme belle et aimante, aurait-il besoin d'aller voir ailleurs? Je voudrais commencer par balayer un pseudo-argument biologico-évolutionniste qui consiste à parfois dire que les hommes, ayant un passé de chasseurs, garderaient en eux le besoin systématique de chasse et auraient à dessein de féconder le plus de femelles possible, ce qui les pousserait à ne pas se fixer à une seule femme. Même si ça peut être une partie de l'explication de la plus grande recherche de diversité sexuelle chez les hommes, on trouve aussi des explications naturalistes profondes qui légitiment un engagement monogame. Robert Rivers, anthropologue, a été le premier à définir le terme d'investissement parental en 1972. Il détermine en psychologie évolutionniste le temps et l'énergie qu'un parent investit pour élever sa progéniture. Et on observe une corrélation très forte entre cet indice et la monogamie. Par exemple, les grenouilles, une espèce avec un faible investissement parental, pondent leurs œufs et une fois éclos, les nombreux têtards tombent dans l'eau et se débrouillent seuls. Et il n'existe aucune notion de couple ou d'exclusivité chez les grenouilles. A l'inverse, le manchot empereur est une espèce avec un investissement parental élevé. L'environnement, les conditions climatiques, le nourrissage des poussins,
le pousse à s'impliquer au sein de son foyer, ce qui en fait une espèce particulièrement fidèle et monogame. Et pour l'espèce humaine, sans surprise, l'investissement parental a de tout temps été nécessaire pour le développement et la survie du nourrisson. La monogamie s'est donc imposée comme une norme et a permis à l'espèce humaine sa propre survie par le biais d'un engagement et d'un investissement à la fois du père et de la mère. Mais alors comment comprendre l'attitude de certains hommes dans leurs relations ? Si l'infidélité féminine est plus généralement liée à une insatisfaction au sein du couple, chez l'homme, elle dépendra plus facilement de facteurs extérieurs à la relation, et notamment dans la vision purement masculine que l'homme a de la femme. La vision schématique des femmes, dans l'inconscient collectif masculin, trouve une partie de son explication dans le complexe de la madone et de la putain. Ce paradigme a été théorisé la première fois par Sigmund Freud. C'est l'idée dans laquelle les hommes catégorisent les femmes en les situant dans deux univers bien distincts. D'un côté, il y a la madone, qui représente la mère, une figure d'admiration et de stabilité, souvent même sacralisée. De l'autre côté, il y a la putain, la conquête d'une nuit que l'homme désire sans aimer. La particularité de cette vision étant l'impossibilité de faire converger les deux univers. C'est-à-dire que plus un homme va tendre à catégoriser une femme comme madone, plus il l'éloignera dans son imaginaire de la putain. Et inversement, plus il catégorisera une femme comme putain, moins la projection d'une relation longue et profonde sera envisageable. Cette vision masculine s'oppose à la vision féminine dans laquelle l'homme idéal résulte justement de la réunion de deux facettes. Le papa poule, c'est-à-dire un homme à la fois stable, bon père de famille, admirable socialement, et en même temps, le bon amant, désirable physiquement, dominant et assertif. Elle est là la principale différence. Dans le cas des hommes, les deux univers sont beaucoup plus difficilement conciliables. Ce qui fait qu'une femme, même en disposant de toutes les qualités morales du monde, peut, en étant profondément et sincèrement aimée par son partenaire, subir malgré tout une ou plusieurs infidélités. Par un homme qui cherchera en une autre le moyen de combler sa fantasmatique par le passage à l'acte avec la putain, l'antimadone, l'inconnu, qui par définition n'est pas et ne sera jamais ce que sa douce et gentille femme est. Je partage sur mon canal Telegram des indices permettant de détecter ce type de personnalité chez un homme. Rejoignez-le en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Cette dichotomie crée une dissonance cognitive chez beaucoup de femmes qui se demanderont spontanément pourquoi me tromper, parfois avec une femme objectivement moins belle, moins intéressante, plus vulgaire, alors que tout semble aller bien. Et cette culpabilité peut la mener de manière mal avisée et naïve à se percevoir comme insuffisamment satisfaisante sur le plan sexuel. En réalité, contrairement aux femmes, les hommes sont souvent moins portés sur le plaisir physique et charnel. Le marché du sextoy, qui s'adresse majoritairement à un public féminin, en est une preuve évidente. Sans parler de l'explosion des contenus sur les réseaux sociaux ces dernières années, qui se sont spécialisés sur le plaisir féminin. Le dragueur, par exemple, ne jouit pas tant du passage à l'acte sexuel, mais plutôt de toute la mécanique de séduction qui l'y conduit. C'est la symbolique de l'accès aux femmes qui plaît tant aux hommes, bien plus que la jouissance physique à laquelle aboutit le rapport. Si dans ce cas précis, l'infidélité récréative n'est pas de l'ordre de la baisse de l'intérêt amoureux, ni même sexuel, alors c'est avant tout une question morale. S'engager à être sexuellement exclusif avec quelqu'un, c'est choisir de sacrifier la concrétisation de certains désirs au profit de sa relation. L'écrivain André Gide est à l'origine de la célèbre phrase « choisir, c'est renoncer », tandis que Jean-Paul Sartre, lui, préférait penser que ne pas choisir, c'est encore choisir. Sûrement quelque part pour légitimer sa vision libertaire du couple, avec d'un côté un amour principal qu'il appelait nécessaire, celui qu'il vivait avec Simone de Beauvoir, et de l'autre, ces amours contingents, secondaires, qui n'étaient que conquête et amusement. Parfois, il s'agissait même des élèves de Simone, mi-compagne, mi-maquerelle, qui les lui servaient elles-mêmes sur un plateau. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la différence entre la fidélité et la loyauté? Si la fidélité n'est que le respect de contrats, tacites ou non, alors elle est beaucoup plus circonstancielle et beaucoup plus conditionnelle. La loyauté, quant à elle, est une qualité humaine bien plus intrinsèquement liée à la personnalité de chacun. La loyauté, c'est justement avoir la capacité de sacrifier des bouts de soi pour des idées, pour un groupe, pour une communauté ou pour son couple. Et donc faire valoir l'intérêt commun avant son plaisir individuel. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir,